On va maintenant écouter le cathétérisme interventionnel en cardiopathie congénitale, ami ou fossoyeur de la chirurgie. Un peu provocateur tout ça. Par Jean-Benoît Tambaud de Bordeaux. C'est bon ? Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler devant votre illustre assemblée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je viens vous rencontrer, puisque j'avais déjà communiqué au sein de votre académie à Bordeaux. Il devait y avoir 4 ou 5 ans de ça. Donc moi, je suis effectivement cardiologue, comme vous l'avez rappelé, cardiologue interventionnel. Je dirige l'unité médico-chirurgicale à Bordeaux et je suis aussi président de la Société savante de cardiopédiatrie, de la filiale de la Société française de cardiologie des malformations cardiaques congénitales de l'adulte et de l'enfant. Merci de m'avoir donné ce titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, ce titre-là, donc qui est effectivement un petit peu provocateur. Donc vous me permettrez peut-être quelques provocations, mais après je serai tout à fait disposé, si vous êtes encore dans la salle à la fin de mon topo, à échanger avec vous. La chirurgie cardiaque congénitale est-elle en voie de disparition ? Finalement, c'est un peu le sens ou le fond de la question qui m'a été donnée. J'ai envie de dire, puisqu'il y avait le choix entre amis ou fossoyeur, en tant qu'ami, c'est pas vraiment souhaitable pour moi, car comme l'ont rappelé mes deux collègues avant moi, la collaboration entre les chirurgiens et les cathétériseurs est quelque chose d'absolument fondamental qui a permis de faire ces évolutions incroyables depuis les 30 dernières années, comme ça vous a été rappelé par Monsieur Ninet. La disparition de l'un ou l'autre, c'est-à-dire la chirurgie ou la cardio ou le cathétérisme, serait bien sûr néfaste pour le développement. Avec qui pourrait-on débattre et discuter ? Mais j'ai cependant l'impression que le débat est peut-être déjà tranché. Et si on regarde effectivement aujourd'hui le positionnement de certains chirurgiens, on peut se poser la question, quand on regarde le JCTS d'il y a 2 ans, finalement, c'est les chirurgiens eux-mêmes qui se posent la question s'il ne faut pas évoluer du bistouri vers le guide ou vers le cathétérisme. Donc ça, c'est une des publications en termes de formation. Et puis ça, c'est un éditorial aussi dans votre journal de chirurgie cardiaque. Effectivement, où on se dit que si jamais il n'y a pas d'évolution pour la chirurgie vers, on va dire, plus d'interventionnel, probablement qu'on ira dans une impasse. Alors ça, c'est pour la chirurgie cardiaque adulte, non congénitale. J'ai envie de dire que pour la chirurgie cardiaque congénitale, on a peut-être une approche qui est complètement différente, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. La prise en charge des cardiopathies congénitales, on l'a vu, interventionnelle, c'est quelque chose de spécifique parce que finalement il y a une très grande variété de lésions avec des poids différents. On va du fœtus ou du tout petit bébé jusqu'à l'adulte aujourd'hui congénital, avec une anatomie, comme ça vous a été rappelé avant, extrêmement variable, et puis des situations hémodynamiques qui sont très changeantes, on l'a vu avec la classification des cardiopathies cyanogènes, des shunts ou des obstacles isolés. Si on identifie ou qu'on différencie notre activité, on peut le différencier en 3 cadres: les cardiopathies dites simples, qui sont aujourd'hui l'apanage, ou en tout cas traitées exclusivement par cathétérisme interventionnel, les situations hybrides et les circulations complexes, où là je ne vais pas aller très loin dans ce sujet-là, puisque finalement, ça c'est encore l'apanage des chirurgiens, de la réparation, arriver à réparer une valve, arriver à inverser 2 vaisseaux, arriver à traiter ou à recloisonner un flux à l'intérieur du cœur. Donc ça, effectivement, c'est des situations sur lesquelles la chirurgie, bien évidemment, est là encore tout à fait autonome, bien que. Le cathétérisme cardiaque, on l'a rappelé, effectivement en 1929, Horstmann a fait les premiers cathétérismes. Ce qu'il faut savoir, c'était que c'était sur lui-même qu'il a fait les premiers examens, et puis que depuis 1929, on est dans une explosion, avec aujourd'hui des salles qui sont de plus en plus sophistiquées, mais vous connaissez tout ça avec les salles hybrides aujourd'hui, puisque le cathétérisme, bien sûr, s'invite dans les blocs opératoires, et puis l'imagerie, on en a parlé, et puis bien évidemment aussi l'interventionnel fœtal qui n'est pas passé, mais peu importe. La particularité de notre discipline, c'est que c'est un cœur
cœur en croissance, c'est-à-dire que le stent qu'on va positionner chez la personne de 60 ans, eh bien finalement on va le mettre chez quelqu'un qui ne va pas avoir une grosse évolution en termes de poids et en termes d'âge. Mais ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est d'imaginer ou d'envisager que la prothèse qu'on va mettre chez le plus petit enfant, eh bien, il va la garder tout au long de sa vie. Et bien évidemment, il va avoir souvent la garder sur une durée de vie qui est plus longue, d'espérance de vie qui est plus longue que ce qu'on connaît de ce type de dispositif. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui va en être. Et c'est toute la spécificité de notre discipline, c'est-à-dire d'intervenir aujourd'hui en pensant à demain ou en essayant d'imaginer quelle sera la prise en charge de demain. C'est une des thématiques de notre unité de recherche à Bordeaux au sein de l'IHU Lyrique, où on travaille sur la cicatrisation, le remodelage des dispositifs et éventuellement qu'est-ce qui se passe quand on met un dispositif sur un cœur en croissance ou sur un tissu qui va avoir tendance à changer. L'intérêt du cathétérisme interventionnel, c'est éviter une nouvelle chirurgie, c'est aussi éviter une sternotomie ou d'autres cicatrices, comme c'est aujourd'hui, on peut le voir chez nos patients. C'est d'éviter une CEC, c'est de diminuer la durée de réanimation, d'hospitalisation, d'éviter les risques sur le neurodéveloppement, et bien sûr il y a un intérêt économique. Juste un petit mot sur l'intérêt du neurodéveloppement. On voit aujourd'hui sortir une multitude de papiers d'études qui montrent que la CEC de plus en plus tôt, ou chez les enfants de tout petit poids, probablement que ça va avoir des conséquences par la suite. Mais ça, c'est des données que l'on aura effectivement que probablement dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Mais il y a beaucoup de publications aujourd'hui qui s'intéressent à ce type d'approche-là. L'impact économique, ça a été montré pour d'autres sujets. On se rend compte bien évidemment que d'aller faire un cathétérisme avec une durée d'hospitalisation courte, ça coûte moins cher qu'une chirurgie avec bien évidemment du temps en réanimation. Donc si on s'intéresse aux cardiopathies simples, on se retrouve dans une situation où on va avoir une fermeture, par exemple la fermeture de communication interauriculaire. Aujourd'hui, les communications interauriculaires qui sont fermées, c'est les communications interauriculaires ostium secundum. Et vous voyez que depuis 1974, avec la première fermeture par voie percutanée des CIA, il y a eu toute une saga avec un développement de dispositifs qui est extrêmement important. Mais on peut vraiment cibler 1997, qui va être l'arrivée de la première prothèse en itinol qui va être développée par Kurt Handplatz, et considérer que cette évolution dans la prise en charge des cardiopathies congénitales et du cathétérisme interventionnel de ces patients-là a énormément changé. Le nitinol aujourd'hui, c'est finalement tous les dispositifs intracardiaques qui sont en train de se mettre en place, et la première prothèse, c'était celle-là, cette prothèse d'atrial septal défect, de fermeture de communication interauriculaire, qui fait qu'aujourd'hui la quasi-totalité des fermetures de CIA s'opèrent par voie percutanée. Le procédé, vous le connaissez, il suffit de passer une gaine avec une prothèse dans la communication, d'ouvrir un premier disque du côté de l'oreillette gauche et de venir ensuite plaquer le dispositif vers l'oreillette droite en ouvrant la gorge centrale du dispositif ici sur la cloison au niveau du septum. Si on regarde les résultats à long terme, ça c'est un travail qui a été fait, c'est probablement la plus grosse série publiée, puisqu'il y a 1326 patients qui ont été inclus dans ce travail rétrospectif. C'est un travail français qui a été fait au niveau de notre filiale de cardiopathie congénitale. Et puis finalement, on montre bien que les résultats à court, à moyen et même à long terme sont excellents, qu'il y a très très peu de complications, et que finalement c'est devenu aujourd'hui le gold standard, et qu'on peut tout à fait proposer cette intervention en se disant que 20 ou 30 ans plus tard, il n'y aura pas en tout cas de problèmes ou de situations problématiques. La fermeture du canal artériel, la première fermeture, elle a été réalisée en 1968. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où la totalité des canaux artériels chez l'enfant sont réalisés par fermeture percutanée, même quand on a des situations qui sont représentées sur la vidéo un petit peu complexes, et que bien évidemment, on commence maintenant à fermer le canal artériel aussi chez les prématurés. Nous sommes plusieurs équipes à avoir lancé un programme sur ce type de prise en charge. Donc la fermeture du canal artériel, qu'est-ce qui a permis de passer? On disait avant, quand j'ai commencé, qu'il fallait que l'enfant fasse 10 kg pour fermer le canal artériel. Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui de fermer le canal artériel chez les enfants maintenant de moins de 1 kg? Mais c'est la miniaturisation des dispositifs, et c'est surtout les nouveaux prothèses qui sont arrivés avec un itinol qui est tressé extrêmement fin, qui permet de passer dans des tout petits cathéters de 4 French, et donc de pouvoir être implanté chez des enfants de plus en plus petits.
La fermeture de CIV, là aussi, alors, il y a des dispositifs, très peu de dispositifs que l'on peut utiliser. Alors la technique souvent, mais on va faire une sorte de téléphérique ou de circuit où on va rejoindre la veine fémorale avec l'artère fémorale en passant par la communication interventriculaire. Et là, il y a la possibilité, soit par un côté, soit par l'autre, de venir implanter des dispositifs. Donc ça, c'est un dispositif d'un coil en nitinol qu'on vient placer au niveau de la communication interventriculaire qui est là, voilà dans l'idée. Donc effectivement, c'est souvent là, on utilise un circuit pour pouvoir venir positionner ce système-là. Pour vous donner une ordre d'idée, faire une communication interventriculaire aujourd'hui, ça prend à peu près moins d'1 heure en cathétérisme quand on a l'habitude de faire ce type de procédure. La coarctation de l'aorte, la première angioplastie percutanée a été faite en 1983. Aujourd'hui, en 2019, tout est percutané. On a eu pendant des années au sein de notre communauté des grandes discussions. Est-ce qu'il fallait stenter, dilater? Est-ce qu'il fallait faire du natif ou du pas natif? Aujourd'hui, on fait tout. Voilà. La seule difficulté, c'est effectivement le poids de l'enfant. Mais comme on a des dispositifs qui sont redilatables, on peut même considérer qu'à partir de 7 ans, ou même encore un petit peu plus petit, on peut aller mettre un stent qui va durer 2 jours d'hospitalisation chez l'enfant, éventuellement d'aller le redilater quand il aura grandi, puisque le matériel aujourd'hui est redilatable. Il n'y a que la coarctation de l'enfant, de tout petit enfant de moins de 3 mois, qui reste bien évidemment l'apanage chirurgical, parce que le stent qu'on pourra mettre à ce moment-là, lui, n'aura pas la possibilité de grandir. Mais on avait parlé pendant une époque de stent biorésorbable. Je sais le programme est un peu arrêté, mais vous savez tous comme moi que ça ne fera que revenir dans les prochaines années. Le traitement percutané des artères pulmonaires, c'est là aussi première angioplastie percutanée, c'était en 1983. Tout percutané depuis maintenant aujourd'hui, tout est fait par voie percutanée, même dans les situations, on va dire, un petit peu complexes, comme vous voyez sur ce cas-là, où on peut aller sur des bifurcations, aller implanter ou dilater, implanter des stents, une sorte de kissing au niveau de la bifurcation. Donc ça, aujourd'hui, c'est devenu effectivement la pratique courante du cathétérisme, bien évidemment là du patient un petit peu plus grand ou du patient adulte. La chirurgie, on en a parlé, ça reste bien sûr l'apanage du chirurgien, que ce soit pour la réparation des transpositions des gros vaisseaux, du retour veineux-pulmonaire ou de la tétralogie de Fallot. Roland en a parlé juste avant. Donc ça, bien évidemment, c'est l'élément important. Il est important par contre que dès le premier temps de la chirurgie, de penser effectivement qu'est-ce que va devenir cet enfant, qu'est-ce que va devenir ce patient-là dans les prochaines années. Donc éviter les incisions trop larges, éviter d'être trop délabrant au niveau du muscle, parce que bien évidemment, c'est l'apanage après des troubles du rythme quand les enfants vont grandir ou qui va devenir adulte. L'intervention hybride, on en a parlé, c'est probablement l'évolution sur laquelle la collaboration entre le médecin, le cathétériseur et le chirurgien est la plus intéressante aujourd'hui. Ça permet de limiter bien évidemment du temps de clampage, ou même de ne pas pouvoir travailler à cœur battant. C'est une possibilité pour le cathétériseur de pouvoir accéder à des cœurs pour lesquels les voies d'abord classiques petit vaisseau ou petit poids ne me permet pas de le faire. Et puis surtout de limiter le nombre d'interventions, le nombre de CEC, j'en ai parlé tout à l'heure, en termes ou en vue de problèmes de neurodéveloppement pour le futur, et d'éviter bien sûr toutes les complications qui vont être dues à l'arrêt cardiaque, à la CEC. Donc on a une approche dite séquentielle, celle qu'on connaît, on en a parlé tout à l'heure, faire un cerclage à un patient avec de multiples communications interventriculaires, et puis quelques années plus tard, si les CIV ne se sont pas refermés, c'est d'aller implanter, vous voyez, des dispositifs ici pour fermer la communication interventriculaire. On peut en implanter un, on peut en implanter 2, et ensuite il y a la possibilité d'aller traiter le cerclage avec un ballon pour le réouvrir, ou de mettre des cerclages résorbables qui vont avoir la possibilité, eux, de se résorber un petit peu tout seuls. Ça permet en un seul temps chirurgical, le premier, c'est-à-dire la réalisation du cerclage, de pouvoir traiter ce type de situation. Et puis il y a l'approche simultanée, qui est peut-être l'approche un petit peu plus moderne. On parle beaucoup d'hybride, de salle hybride. Je crois que c'est véritablement les seules vraies activités hybrides qui existent véritablement aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le chirurgien, comme vous le voyez, qui va ouvrir le sternum, et on va ponctionner directement dans le ventricule ou dans le cœur du bébé ou de l'enfant pour pouvoir aller disposer des ballons. C'est ce qui se fait dans la prise en charge aujourd'hui de l'hypoplasie du ventricule gauche, où la chirurgie qui était l'apanage pendant de nombreuses années avait bien évidemment un taux de mortalité, de morbidité qui reste élevé, mais ça reste une des cardiopathies bien évidemment les plus compliquées. Donc la prise en charge, c'est l'intervention de Norwood, et il y a depuis quelques années le développement d'une prise en charge hybride de ce type de pathologie, où là le chirurgien, comme vous l'avez vu, va ouvrir le thorax, exposer les artères pulmonaires, venir mettre ici 2 petits cerclages sur les artères pulmonaires, et là à ce moment-là, c'est là qu'on commence à intervenir. On va ponctionner directement dans le tronc ici de
l'artère pulmonaire et envoyer un guide dans le canal artériel, et on va venir stenter ce canal artériel, ce qui permet de faire une circulation hybride le temps de prendre suffisamment de poids et de pouvoir faire le premier temps chirurgical, qui sera bien évidemment toujours un temps chirurgical qui est compliqué, mais qui permet effectivement de repousser, on va dire, les limites de la prématurité, du petit poids et d'une hémodynamique qui reste particulièrement instable chez les enfants. Et puis ça permet de traiter des malformations inaccessibles pour le poids d'un enfant trop petit pour la chirurgie, ou d'un cathétérisme impossible parce qu'on n'a pas de vaisseau ou d'abord suffisamment important dans ce type de situation. C'est par exemple le cas d'une tétralogie de Fallot d'1,8 kg, donc qui peut bien évidemment être opérée, on en a parlé, soit c'est faire une anastomose pulmonaire, soit faire une ouverture VDAP, comme l'a rappelé Roland Hennen tout à l'heure, mais il y a aussi la possibilité de le traiter ici directement par voie percutanée, donc c'est des discussions toujours médico-chirurgicales extrêmement importantes avant de partir dans ce type de situation-là, soit l'anastomose systémico-pulmonaire, soit l'ouverture VDAP comme on a discuté, ou finalement le stenting de l'infundibulum pulmonaire, et c'est finalement ce qui a été décidé de faire chez cet enfant. Vous voyez l'aiguille qui est directement ponctionnée dans le ventricule droit et dans l'infundibulum, on voit le tout petit passage ici, et avec la possibilité de mettre un guide et de venir après stenter cette voie sur finalement un geste qui n'est pas si compliqué et qui va avoir une suite qui va être plutôt très favorable chez l'enfant. Vous voyez l'image échographique, on voit le stent qui fonctionne parfaitement bien, donc on a recréé effectivement une ouverture VDAP par cathétérisme ou mise en place d'un stent. J'avance vite là-dessus, juste de montrer l'intérêt de cette ouverture VDAP, que ce soit par stent ou par chirurgie, pour permettre aux artères pulmonaires, surtout chez le tout petit enfant, de bien grandir. Je passe assez rapidement. Ça, c'est une autre procédure hybride. C'est une fermeture de CIV perventriculaire. C'est la possibilité d'aller fermer des communications interventriculaires chez le tout petit. Là, toujours pareil. On le fait ça avec le chirurgien. Une ouverture sternale qui est faite sur une petite incision. Et là, on va ponctionner directement avec une aiguille et passer le guide dans la CIV sous guidance échographique. Donc là, vous voyez le désilé qui est positionné directement en transventriculaire à cœur battant. Et on peut ensuite, sur ce désilé, directement, sans serre de gaine, venir implanter une prothèse de fermeture de CIV que vous allez voir préparer. Voilà, on visse la prothèse de CIV et on va pouvoir l'implanter directement dans le petit introducteur. Il n'y a pas besoin de gaine pour faire ça. On pousse la prothèse puisqu'on est directement de l'autre côté dans le ventricule gauche, et ensuite c'est un déploiement qui est tout à fait habituel. On ouvre le premier disque et on vient ouvrir le deuxième. C'est des interventions qui sont très séduisantes, surtout chez le tout petit, sur lequel ça évite de faire un clampage, et puis surtout ça évite éventuellement de faire un cerclage. Là, le dernier point, c'est finalement tout ce que le cathétériseur a pris au chirurgien. Donc ça, c'est la saga des valves percutanées. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une valve percutanée ? C'est un stent sur lequel on a cousu un comté gras, c'est-à-dire une jugulaire de bœuf. Il faut savoir que cette procédure a été réalisée pour la première fois à Paris, à l'hôpital Necker en 2000, par Philippe Bonhoeffer et Younes Boudjemine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, c'est la première implantation de valve percutanée chez l'homme, bien avant la valve aortique, ou quelques années avant la valve aortique. Donc c'est véritablement une innovation, mais on l'a vu dans les topos précédents que finalement c'est un domaine où on innove beaucoup. Première CEC, première chirurgie, première procédure interventionnelle sur la fermeture du canal en 1938. Donc on est véritablement sur de la grande innovation dans ce domaine-là, et donc première valve percutanée. Et la petite histoire dit que c'est un chirurgien en passant qui a dit au cathétériseur Philippe Bonhoeffer, pourquoi tu coupes pas un comté gras sur un stent? Et puis c'est ce qui a été fait, et aujourd'hui c'est une activité qui se développe de plus en plus. Alors, il y a deux types de valves. La valve Mélodie c'est la valve de Necker qui a été rachetée par Medtronic, qui est développée, et la valve Sapiens que vous connaissez, qui est la valve qui est utilisée en TAVI sur la voie gauche, mais qui est détournée depuis quelque temps par Edwards pour venir sur la voie pulmonaire, même si ça ne les intéresse pas particulièrement, puisque le marché est vraiment tout petit. Pour terminer, vous montrer qu'effectivement ça va aller beaucoup plus loin, que l'idée chirurgicale elle peut être toujours intéressante. Et ça, c'est je vous ai montré tout à l'heure que la majorité des CIA ostium secondum étaient fermés par cathétérisme, et maintenant on commence à fermer aussi des CIA sinus venosus avec anomalie du retour veineux. La technique, c'est la technique que les chirurgiens font, la technique du simple patch pour venir cloisonner la CIA, la veine pulmonaire, vers la veine cave inférieure. Donc vous voyez que c'est toute la modélisation qui est faite avec du travail, avec de la reconstruction scanner. On imagine
imagine le stand qui va venir là, on regarde la voie gauche pour être sûr qu'il ne va pas y avoir d'obstacles et d'obstructions. Et puis finalement, on vient poser un long stand couvert entre la veine cave supérieure et le toit de l'oreillette droite pour venir fermer la CIA et laisser la veine pulmonaire du bon côté. Il y a 5 cas qui ont été faits à ce jour dans le monde. C'est une série qui a été faite à Londres. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au niveau national, on a décidé sur ce type de programme-là de développer ces programmes en commun. Et donc on va faire les premiers patients français à la fin du mois de janvier. Et on a décidé pour la première session de les faire à Nantes. Mais après, il y aura bien évidemment des sessions qui tourneront. Et ça, c'est toute la collaboration aussi à l'échelon national qui nous paraît fondamentale pour développer ce type d'activité. Le dernier point, c'est le stenting du canal artériel, puisque finalement, on a dit que pour ramener du sang ou du débit dans les artères pulmonaires de petit poids, il y avait soit le blaloctosig, la dérivation systémico-pulmonaire qui est représentée ici et qu'on vous a montré, dont on vous a rappelé l'histoire de cette dérivation. Et puis il y a aussi finalement de remettre du flux pulsé dans les artères pulmonaires, soit en ouvrant le ventricule droit avec un patch, soit en mettant un stent dans l'infundibulum. Mais il y a aussi la possibilité de rester en circulation, on va dire, mixte fétale, en maintenant le canal artériel ouvert. Et c'est des situations qui se pratiquent chez le tout petit enfant avec des résultats qui sont particulièrement intéressants pour une procédure qui n'est pas très compliquée. Alors c'est sûr qu'il y a toujours la difficulté d'avoir un abord fémoral chez le tout petit, mais aujourd'hui il y a un abord qui se développe justement avec la chirurgie, c'est l'abord carotidien qui permet non seulement pour les coartations d'avoir du tout petit ou dans ce type de situation-là de pouvoir aller stenter le canal quand il est à une position qui est un peu atypique. Ma dernière diapo, c'est les shunts et la dérivation pulmonaire, la circulation de fond de temps. Il y a eu des first in man qui ont été faites en utilisant, vous voyez, un fond de temps par voie percutanée. Pour vous donner un ordre d'idée, sur notre laboratoire animal, on a un programme de développement de ce type de procédure-là pour arriver à le faire par cathétérisme. Et puis il y a aussi toute la technique de Pott, qui est une autre anastomose entre l'aorte descendante et l'artère pulmonaire gauche qui se fait dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui aujourd'hui peut être réalisée aussi par voie percutanée en faisant une ponction directe de l'aorte vers l'artère pulmonaire avec des résultats qui sont aussi satisfaisants. Donc en conclusion, il y a tout un arsenal de dispositifs, de techniques, d'évolution, de bioengineering qui sont en train de se mettre en place sur cette activité-là. C'est sûr qu'on sait que le résultat d'aujourd'hui, on n'est même pas capable d'envisager de quoi demain sera fait. En tout cas, cette technique-là, il faut bien évidemment les travailler dessus, collaborer. Et je crois que ce qui est important, ça a été dit, je suis ravi finalement, sans qu'on se soit concerté, qu'on parle de cette étroite collaboration entre le chirurgien, le cathétériseur, mais pas que, parce que souvent on résume le multidisciplinaire aux chirurgiens, aux cathétériseurs, mais il y a aussi les réanimateurs, les anesthésistes, et je crois que dans cette discipline-là, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si on a encore un petit peu de mal à les intégrer, ou en tout cas à les accepter dans la discussion, mais en tout cas ils sont là, il faut compter bien sûr avec eux. Ce qui est important, c'est de choisir la meilleure option pour une prise en charge immédiate. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux opérer cet enfant, est-ce qu'il vaut mieux lui faire un cathétérisme, est-ce qu'il vaut mieux lui faire une palliative? La question, c'est pas est-ce qu'il vaut mieux parce que qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que j'arrive le mieux à faire. La question, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour que dans 20, 30 ans, 40 ans, eh bien, il puisse se retrouver dans la meilleure des situations et probablement peut-être qu'il ait le moins de séquelles ou le moins de complications. Monsieur Ninet a rappelé au départ que ce n'était pas tout à fait l'idée au début de la chirurgie cardiaque congénitale. Je crois qu'en tout cas, c'est le challenge de notre discipline en 2019 et 2020 et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Donc c'est un véritable travail d'équipe. Je vous remercie. Dans cette très belle présentation, on doit susciter des questions. Oui, Morvan. Tout d'abord, toutes mes félicitations parce que c'était vraiment merveilleux. Mais qu'il y ait deux techniques, c'est complètement évident, une technique chirurgicale, une technique endovasculaire. Mais ne peut-on imaginer que, de même que les conducteurs de fiacre à une certaine époque ont abandonné le fiacre pour conduire des voitures, de même on puisse avoir un individu qui ait les deux casquettes, j'imagine assez bien un jeune chef de clinique de chirurgie vasculaire, apprenant les techniques endovasculaires de façon à faire une espèce d'hybride à lui tout seul. Est-ce que vous avez de tels individus ou est-ce qu'il y en a en voie de formation? Parce que ça se voit dans d'autres
autre discipline que la chirurgie cardiaque. C'est les deux diapositives sur les publications que j'ai présentées, sur la modification du training et de la formation des chirurgiens. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà même un peu trop tard. Finalement, la question n'est pas de savoir si c'est le chirurgien ou le cathétériseur qui va mettre en place un dispositif. Ce qui est important, et je crois que ça a été rappelé avant, et il faut insister véritablement là-dessus, il y a eu des questions sur l'organisation, effectivement, sur la maternité. Je crois que le fondamental aujourd'hui, c'est d'être dans un environnement avec des gens capables d'endormir, de réanimer, de pouvoir traiter, de pouvoir être formés à toutes ces disciplines-là. Il est clair que c'est pas la question plutôt du chirurgien que du cathétériseur ou pas, j'en sais rien. Peut-être que demain, ça ne fera plus qu'un énorme continuum, tout ça. Je crois que ça, il faut quand même à peu près s'en apercevoir. Les chirurgiens cardiaques adultes aujourd'hui vont de plus en plus vers de l'interventionnel, on le voit, les jeunes se forment et ils participent à nos DIU de cardiologie interventionnelle. On voit bien effectivement quand on est chirurgien cardiaque que toute la valvulation aortique demain elle se fera par voie percutanée, toute la valvulation mitrale très probablement, là quand on commence à s'attaquer à la tricuspide, que dire encore des coronaires et de la prise en charge de toute cette discipline-là. Donc c'est sûr que si sans être un grand prophète ou devin, on sait vers où on va aller demain. Après, c'est sûr que je l'ai montré, il y aura toujours besoin d'une compétence et d'une expertise chirurgicale pour de l'abord, pour de l'accès, pour justement pouvoir travailler à quatre mains. Et je crois que c'est véritablement ça. Et l'idée, c'est pas de travailler, de passer de 4 à 2 finalement avec un individu qui soit capable de concentrer. Je crois que la force aujourd'hui de tout ça, c'est justement de pouvoir travailler, et on le voit de plus en plus dans les salles hybrides, avec 2 mains chirurgicales et 2 mains de cathétériseurs, avec 2 approches qui sont complètement différentes. C'est sûr que le jour où on fusionnera les 2 approches, il y aura une personne, en tout cas une entité très particulière qui sera née, mais je ne suis pas persuadé que ça sera vraiment au bénéfice du patient et de la technique. On va aller vers une évolution par niche. Je pense que demain il y aura le spécialiste de la valve aortique, le spécialiste de la valve mitrale, le spécialiste de la valve tricuspide, même si c'est effectivement très loin de ce qu'on a montré au départ, ça paraît inconcevable de ne pas aller dans cette direction-là demain. Quand on écoute votre présentation, il y a quand même un petit problème. C'est une discussion franco-française, c'est une discussion de gens riches. L'essentiel des gosses qui naissent aujourd'hui avec des cardiopathies congénitales naissent dans des pays où il n'y a aucun accès à la chirurgie cardiaque et à la cardiologie moderne. L'essentiel, c'est-à-dire je crois que les derniers chiffres, c'est 90% des gosses qui naissent dans le monde aujourd'hui naissent dans des pays en voie de développement. Alors se pose un énorme problème. Comment faut-il former les équipes locales pour répondre à cette demande considérable qui n'est actuellement aujourd'hui absolument pas satisfaite? Est-ce qu'il faut les former aux techniques de percutanée? Est-ce qu'il faut continuer à essayer de les former aux bases de la chirurgie pédiatrique? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors je ne suis pas sûr que ce soit un problème, c'est une réalité mondiale. On fait beaucoup, peut-être en cardio-pédiatrie, peut-être plus qu'ailleurs, on fait beaucoup d'interventions à l'étranger. Jean-René me disait qu'il était encore dans le sud marocain sur des approches. On fait beaucoup de choses. On a développé un programme au niveau à l'île de la Réunion, justement pour prendre en charge des patients de l'océan Indien et éviter qu'on les mette dans les avions à 1,2 kg, 1,3 kg, 2 kg, 3 kg pour venir se faire opérer à Paris. Je crois que ça, c'était une aberration du système. C'est juste aujourd'hui qu'on a mis ça en place depuis 5 ans. Voilà, ça aurait pu être fait avant, je vous le concède. Ça n'a jamais été fait. Peut-être aussi parce qu'on a voulu garder une certaine expertise sur ces sujets-là et que ces patients-là, on préférait qu'ils viennent se faire opérer en France plutôt que de les opérer sur place. Ça, c'est le premier élément de réponse. Quelle est après l'approche qu'il faut avoir sur ce type de formation? Il est clair que le percutané, ça permet, et on y revient, il y a quelques années quand on parlait avec Jean-François Picheux, il disait que les seuls stentings du RVOT, c'est-à-dire de VDAP qu'on mettait chez le phallo, il le faisait à l'étranger en sauvetage, en rescue, parce que finalement c'est le plus simple. Voilà. Donc on a envie de se dire que
que cette pratique-là, aujourd'hui, elle est faite pour des pays un petit peu en voie de développement. Il y a un problème à ça. Il y a un problème qui est quand même majeur, c'est le coût des dispositifs. Et ça, on s'en rend compte que plus on va vers de la formation de gens, de plus en plus de fellows étrangers qui viennent se former chez nous, plus on va vers ça, on se rend compte qu'ils n'ont pas accès aux dispositifs. Alors il y a des situations qui changent, c'est que la Chine, les laboratoires chinois sont en train, eux, de produire des dispositifs qui sortent à bas coût et avec de la qualité qui est véritablement aujourd'hui en train d'augmenter. Et donc c'est sûr qu'on a l'impression que les laboratoires chinois, que ce soit LifeTech ou Comet, qui est hollandais mais qui se développe beaucoup en Chine, vont vers ce type de marché-là. Voilà. Et ça, je pense que ça sera probablement une avancée par rapport à ce type de prise en charge. Aujourd'hui, on voit dans ces pays-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est les chirurgiens qui viennent se former, qui veulent se former, qui, avant de savoir faire une CIA chirurgicalement ou une CIV, veulent déjà faire une transposition des gros vaisseaux sur de la chirurgie néonatale, sans environnement. Et une fois qu'ils sont formés, ils partent dans la clinique d'en face pour plutôt faire de l'adulte et puis gagner aujourd'hui de l'argent. Ça, c'est la problématique de ce type de formation-là. C'est pas nous qui allons régler cette approche. Je crois qu'effectivement, par contre, qu'il faut essayer de les accompagner et de créer des centres, on va dire peut-être régionaux dans ce type de situation. Oui. Moi, je voudrais vous féliciter parce que j'ai ancien de l'école de Bordeaux. J'ai été externe chez Fontan et Brouchetet, qui étaient les pères de ces techniques. Et surtout, c'est eux à Bordeaux qui ont lancé cette coopération et cette philosophie d'approche médico-chirurgicale avec au milieu de l'équipe 2 hommes que vous n'avez probablement pas connus et qui peuvent être oubliés, qui s'appelaient Bess et Dalocchio. Et c'est Bess qui avait lancé tous ces cathétérismes et qui permettait, dans les staffs, de faire le pont entre les 2 disciplines. Bravo. C'est Alain Choussac qui travaillait avec M. Bess à la même époque, puisqu'ils étaient tous les deux, qui a développé toute l'activité de cardiologie pédiatrique à Bordeaux et congénitale, avec effectivement Francis Fontan. Ouais. Je vous parle d'avant Choussac. C'est peut-être une réponse au problème de développement cognitif de tous ces gosses, de les soumettre à ce genre de technique et d'éviter. Alors ça, je disais, c'est les nouvelles thématiques aujourd'hui qui se développent de plus en plus. On voit dans les congrès arriver cette approche du neurodéveloppement mental. On organise depuis 9 ans maintenant des rencontres francophones sur les malformations cardiaques à Bordeaux, et ça arrive, on voit dans les sujets en masse, alors plutôt des pays nord-américains, les Canadiens et les Américains qui sont un tout petit peu en avance là-dessus. Pourquoi ils sont en avance là-dessus? Parce que c'est peut-être eux les premiers qui ont mis en place des programmes pour le Norwood, ou en tout cas qui ont eu des volumes de patients avec de Norwood importants. Ça fait poser quand même pas mal de questions, voilà, sur ces prises en charge là, même si quand on en discute avec les réanimateurs d'aujourd'hui, ils nous disent oui, mais les patients qu'on traite aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Il n'y a plus d'arrêt circulatoire, il n'y a plus de longue hypothermie comme c'était le cas, on les perfuse encore là aujourd'hui avec du sang chaud, donc on n'est pas encore tout à fait sur la même. Donc finalement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on l'évaluera dans 20 ans. Parce que quand on évalue aujourd'hui les premiers Norwood, on se dit que c'est ceux qui ont été faits avec des méthodes chirurgicales différentes. Mais c'est ça qui est compliqué, justement à se dire, mais dans 20 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, on en verra le fruit 20 ans plus tard. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a une approche qu'il faut avoir, essayer de minimiser ce type de situation-là. Comme on a l'autre partie, c'est l'exposition aux rayons chez l'enfant. On en discute de plus en plus. Est-ce qu'il faut multiplier les rayons chez l'enfant? Ça, c'est aussi une autre problématique. Donc, il faut faire le moins de rayons possible, peut-être le moins de chirurgie trop précoce possible. Et ce type de situation-là, elles peuvent bien évidemment pousser un petit peu plus loin. Et gagner du temps, et puis permettre une maturité cérébrale ou une plasticité cérébrale qui soit un peu plus importante. Pas d'autres questions? Dans ce cas-là, merci.